circulent en France? Voilà une question, au fond, qui est presque taboue parce qu'il est très difficile d'avoir un chiffre exact. Ce qu'on sait, c'est que les forcenés retranchés se sont multipliés depuis le début de l'année. Souvent, ces individus possèdent des armes. Il y a aussi, je le disais, les féminicides. La détention d'armes en France est-elle suffisamment encadrée? C'est une enquête BFM TV de Mathias Tesson, Maxime Brandstetter et Juan Palencia. Frédéric Limol, Valentin Marconne, Thierry Dupin. 3 hommes, soit connus de la justice, soit considérés comme dangereux par leur entourage. 3 hommes qui pourtant possédaient des armes et sont passés à l'acte violemment. Frédéric Limol et Valentin Marconne, par exemple, étaient tireurs sportifs et à ce titre, détenaient légalement des armes. Ils ont tué au total 3 gendarmes et 2 civils. Alors comment mieux détecter ces individus au profil inquiétant lorsqu'ils achètent des armes? Pour cet armurier, les contrôles en amont ne sont parfois pas suffisants. Dans le premier cas, le tueur de la personne qui a tué les gendarmes, il aurait dû être depuis longtemps au fichier des interdits d'armes. Il y a eu plusieurs faits graves contre sa femme, des dépôts de main courante à la gendarmerie. Dans le cas de Valentin Marconne, dont la traque dans les Cévennes a duré 4 jours, son comportement étrange aurait dû être signalé. Quand on va à son travail avec un gilet pare-balles, on ne doit plus pouvoir posséder d'armes. Si près de 78 000 personnes en France ont l'interdiction de posséder une arme, notamment à cause de condamnations, ce système de fichiers appelé FINIADA connaît encore des défaillances. Il y a encore des trous dans la raquette parce que parfois, certains jugements avec des gens dangereux ne font pas une inscription immédiate au FINIADA. C'est en train d'être corrigé par Gérald Darmanin et c'est tant mieux. Un projet de réforme pour mieux repérer les détenteurs d'armes dangereux est en effet en cours. Au total, près de 5 millions de Français détiennent une ou plusieurs armes, essentiellement des chasseurs ou des tireurs sportifs. On en parle ce matin avec nos invités. Maître Aymar de La Ferté-Senectaire est avec nous, avocat au barreau de Paris. Merci d'être là ce matin sur BFM TV. Bonjour. Nous sommes aussi avec Jérôme Pierrat, qui est journaliste indépendant, spécialiste du crime organisé et du grand banditisme. Michel Baxik, président de la Fédération française de tir, va nous donner aussi son sentiment. Mathias Tesson, l'auteur de cette enquête pour BFM TV. Et puis Anne-Cécile Maillefer, parce que vous avez, je reviens vers vous une dernière fois, présidente de la Fondation des femmes, vous avez réagi ce matin sur Twitter à notre enquête. C'est une bonne chose qu'on s'empare de ce sujet, de ce dossier? Absolument, c'est extrêmement grave dans le cadre des violences faites aux femmes, puisque c'est la deuxième arme qui est utilisée pour tuer les femmes par les conjoints. Donc en fait, dès qu'un homme qui a le moindre signe de violence envers sa compagne et qu'on sait qu'il possède une arme, il faut immédiatement s'en emparer, immédiatement la confisquer. On avait alerté Gérald Darmanin à ce propos avec Muriel Robin en janvier déjà, puisqu'en fait il y avait eu un certain nombre de féminicides dus à ça. Donc c'est extrêmement important. Alors effectivement, que les choses soient prises en main, c'est bien. C'est vrai, ce que ça montre aussi, c'est que c'est en fait le bordel, excusez-moi mais j'ai pas d'autres mots pour dire ça, le bordel dans les fichiers, les communications ne passent pas, il n'y a pas assez de personnes sur le terrain pour aller faire des saisines des armes, parce qu'en fait ils sont malheureusement trop peu nombreux et ils ne peuvent pas forcément prendre une demi-journée pour aller faire des perquisitions et saisir des armes. Et donc en fait on a malheureusement encore aujourd'hui beaucoup de féminicides qui sont dus par arme à feu, et on pourrait baisser de 30 à 40% le nombre de féminicides si on confisquait immédiatement, dès les premiers signes de violence, l'arme aux conjoints qui sont violents. Merci beaucoup Anne-Cécile Maillefer, merci pour votre intervention ce matin sur BFM TV. Jérôme Pierrat, est-ce qu'il y a trop d'armes qui circulent en France? C'est pas à moi de le dire, en tout cas il y en a pas mal qui circulent, oui, de provenance, alors des armes légales et puis pas mal d'armes illégales, oui. Oui, parce que là, on a quand même un doute, on n'est pas capable de dire combien il y a d'armes en France. C'est compliqué, il y a un chiffre noir qui est celui du marché clandestin des armes, qui est assez important, hein, qui est fourni par des armes qui viennent de la Seconde Guerre mondiale, qui viennent des conflits passés, des années, enfin, la vie, des Balkans. Il y a des armes qui sont des armes de collectionneurs qui ont été remilitarisées, c'est-à-dire qu'elles sont vendues, démilitarisées, neutralisées, on ne peut pas tirer avec, et elles sont remilitarisées en douce, voilà, par des armuriers clandestins. Vous avez des armes de tireurs sportifs, beaucoup qui circulent, parce qu'il faut savoir que les tireurs sportifs, ils peuvent acheter quand même des armes qui sont pas loin d'être des armes de guerre. Je veux pas faire bondir les tireurs sportifs, mais enfin, vous avez
des AR-15, par exemple, c'est un M16 qui va pas tirer en rafale. La différence entre une arme de tir sportif qui est autorisée et une arme illégale de guerre, c'est le tir en rafale. Et aujourd'hui, quand vous faites du tir sportif, vous pouvez acheter une arme qui a un mécanisme de M16, donc fusil d'assaut de l'armée américaine, mais qui va être limitée au coup à coup, au tiré par 3 balles, mais qui reste quand même des armes assez angoissantes. Donc là, vous avez tout un panel comme ça, et ça, on se les procure aussi parce que si vous êtes tireur sportif, il n'y a pas de souci, mais si vous faites cambrioler, ça se retrouve aussi entre les mains délicates. Donc voilà, vous avez comme ça toute une nébuleuse d'armes qui circulent en France, plus ou moins sous le manteau. Ouais. Donc c'est difficile effectivement de quantifier. Ouais. Mathias Tesson, que disent les chiffres officiels? Alors, il y a les chiffres officiels. Le ministère de l'Intérieur dit qu'actuellement 5,4 millions d'armes sont détenues légalement en France, pour en gros 5 millions de détenteurs légaux. 3 millions de Français détiennent une arme létale de catégorie B ou C. Là, c'est ce que vient d'évoquer Jérôme Pierrat à l'instant. Donc on parle des armes destinées à la chasse ou au tir sportif. Ça concerne 3 millions de Français. Et puis 2 millions de Français détiennent des armes non soumises à déclaration, non soumises à autorisation. Là, on parle de poignards ou par exemple de matraques. Et puis il y a les chiffres non officiels qui là, avec les armes illégales aussi, atteignent parfois, selon les études, 12, 15 ou 20 millions d'armes qui circuleraient aujourd'hui en France. Les Français aiment pointer du doigt les Américains sur la question des armes. Enfin, on voit quand même avec ces chiffres que il y a quand même aussi un vrai sujet en France. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais, maître ? Si, on en parle souvent. Mais le problème, je pense qu'il faut remettre l'église un peu au milieu du village. Il ne faut pas confondre tout. Il y a effectivement les armes illégales. Je me rappelle le fait divers qu'il y avait eu à Dijon avec des Tchétchènes qui avaient des Kalachnikov. Oui. Là, je pense qu'on est complètement en dehors des radars parce que ces gens-là ne devraient pas avoir ces armes. Et ces armes n'ont pas le droit de séjour en France. Et puis, il y a des personnes qui respectent la réglementation et qui ont le droit de posséder des armes. Vous parliez des catégories B. Catégorie B, il faut une autorisation pour les détenir. Une autorisation délivrée par le préfet, avec contrôle médical, autorisation pour 5 ans, renouvellement sous condition. Voilà. Je veux dire, c'est quelque chose qui est quand même très réglementé, avec en plus la détention d'armes qui doit être en coffre-fort. Donc je pointe ce qu'a dit votre collègue journaliste, qui est le fait que quand il y a un cambriolage, normalement non, c'est quand même bien protégé. Ensuite, il y a les catégories C. Effectivement, ça concerne surtout les chasseurs. Mais les chasseurs et tireurs sportifs. Dans ce cas-là, également, il faut une autorisation. Et le problème, je pense que c'est ce à quoi vous vouliez venir, c'est le problème du FINADA. Le problème du FINADA et le problème du suivi des gens qui ont potentiellement une interdiction. Ça, c'est le fichier des gens qui sont interdits de port d'armes. Exactement. 78 000 Français y figurent. Exactement. Et c'est un fichier qui est en recrudescence extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est passé de 36 000 personnes qui sont inscrits sur ce fichier en 2018 à 78 000 aujourd'hui. Le problème pour le suivi, c'est que ce fichier gonfle énormément. Et le problème, c'est que ce n'est pas toujours pour de bonnes raisons. C'est-à-dire, par exemple, il y a 2 manières d'être inscrit à ce fichier. Le premier, c'est celui, si vous avez une inscription au B2 d'une condamnation qui implique d'être inscrit automatiquement au fichier FINADA. Donc vous avez une 50aine de condamnations qui entraînent cette inscription. Mais il y a tout, il y a du terrorisme, il y a du grand banditisme, il y a la torture, il y a des actes de barbarie. Et puis il y a également le vol d'énergie. Il y a également les problèmes de bagarre. Et le second problème, c'est aussi la possibilité pour le préfet de mettre à titre préventif, en dehors de toute infraction, des personnes sur ce fichier. Et là, je pense, dernièrement, il y a un client qui est venu, il a été inscrit sur ce fichier, il a 25 ans, il a été inscrit sur ce fichier parce qu'il a fumé du cannabis. Aucun rapport. Aucun rapport. Et le problème, c'est ça. Le problème, c'est que forcément, ce fichier gonfle, on ne vise pas forcément toujours les bonnes personnes. Et du coup, il peut y avoir des fraudes, des tentatives de contourner. Alors, nous sommes en direct avec Michel Baxig, je le disais, qui est président de la Fédération française de tir. Est-ce qu'il y a des failles, selon vous, dans ce système, notamment pour les tireurs sportifs? Certains disent qu'il y a des trous dans la raquette. Oui, bonjour. Effectivement. Alors, est-ce qu'il y a des failles? C'est-à-dire, il faut savoir qu'effectivement, la fédération, nos licenciés sont soumis effectivement à ce contrôle FINADIA et tout le fichier fédéral, c'est-à-dire les 228 000 licenciés, sont contrôlés au FINADIA tous les 45 jours, automatiquement. Donc, est-ce qu'il y a des failles après? On ne sait pas. La déclaration est faite automatiquement au service de l'État. Ensuite, vous avez les nouveaux candidats, les nouveaux futurs licenciés qui doivent arriver dans les clubs. Eux aussi sont soumis à un contrôle FINADIA obligatoire. Dès que quelqu'un veut s'inscrire dans un club, le club a l'obligation effectivement de faire ce contrôle FINADIA. Donc voilà. Donc
Maintenant, les conséquences derrière, on ne sait pas. Est-ce que c'est suivi complètement ou pas? Mais sachez que actuellement, au niveau fédération, j'ai en moyenne 5 à 6 personnes qui sont contrôlées positives au Finadia par jour. Alors, il y a eu, on va vous faire réagir à ça d'ailleurs, Mathias, il y a un exemple récent. Dans l'actualité récente, oui, il y a le cas de Frédéric Limol qui, en décembre dernier, abat 3 gendarmes à Saint-Just dans le Puy-de-Dôme. Et cet homme, eh bien, il était tireur sportif. Son ex-compagne avait porté plainte contre lui pour des menaces de mort réitérées. Et pourtant, il a pu se procurer des armes quelques mois après et donc passer à l'acte. C'est un exemple de ces fameux trous dans la raquette qui sont évoqués depuis ce matin. Michel Baxic, est-ce qu'il faut renforcer les contrôles, être plus exigeant ? Disons, c'est pas tellement qu'il faut renforcer, il faut que, à partir du moment où quelqu'un a été détecté comme potentiellement dangereux, soit pour des raisons psychiatriques, soit pour des raisons de comportement, il faut que rapidement il soit inscrit sur le Finadia. Alors déjà dans les clubs, dès qu'il y a un problème de ce type, il faut absolument que le président du club prévienne les services de sous-préfecture pour pouvoir le faire inscrire sur le Finadia, puisque seules les sous-préfectures ou les préfectures peuvent les inscrire sur Finadia, soit d'eux-mêmes, soit par une décision judiciaire. Et là, peut-être, il y a des délais peut-être un peu plus longs dans lesquels il faudrait accélérer, effectivement. Jérôme Pierrat, comment est-ce qu'elles arrivent en France, ces armes, parfois des armes lourdes ? Je vous disais, il y a différentes filières. Hein. Bon, alors, il y a évidemment un marché clandestin aux mains des trafiquants et donc des voyous du crime organisé, mais un trafic de fourmis, donc ça provient des zones de conflit. En France, on a eu beaucoup d'armes qui venaient des conflits ex-yougoslaves, des Balkans, de l'Albanie, par exemple, qui a eu ses arsenaux pillés à la fin des années 90, où il y a 2 millions de Kalachnikov qui ont disparu. Après, ça se balade, ça passe de main en main. On n'a pas des gros trafics organisés avec des semi-remorques qui arriveraient remplis d'armes lourdes, mais on a un petit trafic de fourmis. Ça, c'est la première provenance, ça, c'est du marché noir complet. Après, vous avez tout un marché qui est aux mains des collectionneurs. Alors les gens qui collectionnent les armes, les plus grosses saisies, elles sont généralement réalisées chez eux. Là, on s'échange entre collectionneurs des armes qui sont souvent en état de marche, parce que ce que je disais tout à l'heure, on les remilitarise grâce à des armuriers à la retraite, etc., qui font ça un peu avec 2-3 outils. Donc vous avez plusieurs provenances. Le marché des armes, vous avez des vieilles armes qui appartenaient à votre grand-père dans votre grenier, en moins qui viennent de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a différentes filières comme ça. Il n'y a pas de très très grosses filières organisées, c'est du bouche à oreille et puis c'est de l'opportunisme. Mais vous avez des gens qui ont des arsenaux assez... Merci beaucoup, Jérôme Pierrat. Un mot de conclusion, maître. Oui, moi j'ai plutôt l'impression vis-à-vis de mes clients, en tout cas, qu'ils sont bien suivis. Le problème, c'est effectivement, est-ce qu'effectivement il y a les services qui suivent pour contrôler les personnes qui sont inscrites au fichier Finada? Je pense qu'il faudrait avant tout se concentrer sur les personnes qui méritent de l'aide. Donc effectivement, les personnes aux effets divers méritent de l'aide et méritent d'être suivies. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne méritent pas de l'aide, qui ne devraient pas y être. Et le problème, c'est que ça perturbe effectivement le suivi des personnes qui doivent être suivies. Merci beaucoup à tous. Merci à Mathias Tesson pour cette enquête. Il est 11h sur BFM TV, les grands titres de l'actualité.